rejoignez pour la visioconférence de cet après-midi, qui sera animée par le professeur Jean-Marc Cavaillon, professeur à l'Institut Pasteur. Jean-Marc est vraiment le spécialiste du sepsis. Le titre, il parle de lui-même. Nous sommes tous concernés, les nouveau-nés aux vieillards. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Merci au Centre d'enseignement, à l'Agence de la francophonie d'avoir organisé cette journée sur ce thème. Alors, on ne peut pas avoir mieux choisi le thème du sepsis, car l'année dernière, l'OMS, lors de sa session plénière, a déclaré le sepsis comme étant un problème de santé publique. Et on doit beaucoup à Konrad Reinert en Allemagne, à Jena, d'avoir porté ce problème au niveau international. La conséquence de quoi, c'est que l'OMS invite tous les pays membres de l'OMS à mettre en place un certain nombre de stratégies pour améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement. Et donc, en fait, au niveau mondial, existe un certain nombre de structures, le Global Sepsis Alliance, qui tous les ans organise le 13 septembre un World Sepsis Day. Au niveau africain, il y existe une African Sepsis Alliance, et j'ai été aussi informé comme quoi, sans doute, une européenne allait se mettre en place. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien, comme vous le voyez ici indiqué, à peu près toutes les 3-4 secondes, quelqu'un meurt de sepsis sur la planète. On estime à peu près à 27 millions le nombre de cas de sepsis sur la planète, ce qui représente à peu près environ 8 millions de décès. Et donc déjà, un certain nombre de pays ont mis en place des campagnes d'information, et ceci est une affiche qu'un de mes amis m'a envoyée d'Écosse, qu'il a pris il y a 15 jours, dans une pharmacie en Écosse, où vous voyez, il y a déjà, les Anglais et les Écossais sont en avance sur ce domaine, une campagne d'information sur le sepsis. Donc, je vais vous proposer de suivre ce plan, avec un bref rappel historique, les définitions du sepsis, des mots sur l'épidémiologie, la microbiologie, ce que j'appelle Dark Vador, l'altération immunologique, le diagnostic et les thérapies. Alors, historiquement, il y a un grand nombre de personnalités qui sont décédées de sepsis. Vous voyez aussi bien des chefs d'État, des papes, des sportifs, des artistes, des scientifiques, qui sont décédés de sepsis au cours des siècles passés. Ma préférée, c'est sans doute cette jeune femme que vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais qui est pourtant fort célèbre, puisque cette jeune femme s'appelle Agnès Souret, et elle a été la première Miss France en 1920. Et lors d'une tournée en Argentine, elle va décéder d'une septicémie à l'âge de 28 ans. Je voudrais revenir sur Lucrèce Borgia, parce que c'est sans doute ce qui va donner en termes historiques la base des recherches sur le sepsis. Lucrèce Borgia, en fait, elle est morte d'une fièvre puerpérale. Ce terme de fièvre puerpérale a été créé par Edward Strother en 1718 pour qualifier ce sepsis qui apparaît chez les femmes après avoir accouché. Et en fait, Lucrèce Borgia est décédée après avoir donné naissance à son 7e enfant de son 3e mari. Ce qui est assez fascinant dans ce domaine des fièvres puerpérales, c'est que dès 1795, un certain Alexander Gordon, en Écosse, à Aberdeen, va considérer que le sepsis est contagieux. En fait, effectivement, ces fièvres puerpérales, petit à petit, on va avoir des épidémies. Et ce qui est assez incroyable dans ce traité qu'il présente, qu'il publie en 1795, c'est qu'il déclare que lui-même est responsable de la contamination des patientes et que c'est lui-même qui a infecté ces patientes. Voilà un aveu qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer, mais à l'époque c'est tout à fait une sorte de nouveauté, et surtout c'est que dès 1795 il va préconiser des mesures d'hygiène. En 1837, Pierre Piori, qui aime les néologismes, va créer le terme de septicémie, à partir du grec sepsis, qui veut dire putréfaction, et héma, qui veut dire sang. Et on continue, cette fois-ci aux États-Unis, avec Oliver Holmes, qui en 1843 va lui aussi dire que c'est contagieux, va lui aussi publier qu'il faut mettre en place des mesures d'hygiène.
1843, aux États-Unis, il est à Boston, et Boston n'est pas la ville dominante au niveau de la médecine. La ville dominante en médecine, c'est Philadelphie. Et à Philadelphie, Charles Megg déclare que dans la mesure où les docteurs sont des gentlemen, les mains des gentlemen sont propres. Donc en fait, existe le problème d'avoir à se laver les mains quand on traite des patients. La vraie révolution se fera en 1847, et cette année, nous allons célébrer le centenaire de la naissance d'Ignaz Semmelweis, qui travaille à l'hôpital de Vienne. Il y a deux cliniques. Il y en a une où on ne meurt pas, il y en a une où on meurt. Et celle où on meurt, en fait, c'est celle où les femmes qui accouchent sont prises en charge par les jeunes étudiants en médecine, qui, après avoir fait des dissections, vont aller aider les femmes. Que croyez-vous qu'il advienne à Semmelweis? Eh bien, il est viré pour avoir osé accuser les jeunes médecins, jeunes étudiants en médecine, d'être à la source des maux. Autre date importante, 1858, Armand Trousseau en France va faire le lien entre les différentes pathologies qui sont connues à l'époque, qui sont la mort par in utero à la suite d'infections, le sepsis néonatal et ce qu'on appelle la gangrène nosocomiale, c'est-à-dire en fait les infections chez les patients blessés, hospitalisés. Et il montre que finalement toutes ces situations sont propres et proches en fait de la fièvre puerpérale. Autre tournant, en 1869, deux médecins, Victor Fels et Léon Coz, publient dans la Gazette médicale de Strasbourg que le sang contient des bactéries mortelles. Et pour ce faire, il va prendre du sang d'une femme morte d'une fièvre puerpérale, et ce sang, il va l'injecter à des lapins successivement, et les lapins vont décéder, et ils vont être ainsi les premiers à démontrer que ce sang contient des bactéries transmissibles. 1869, ce travail est confirmé en 1879 par Louis Pasteur, qui à partir de sang et de pus également de l'utérus, va confirmer le travail de Fels et Coz. Et en plus, il va aussi suggérer l'utilisation d'acide borique à une concentration telle que ça ne soit pas toxique et pour nettoyer les voies génitales. Dernière évocation historique que je voudrais vous mentionner, c'est que finalement ces femmes décédées de fièvre puerpérale seront les premières à recevoir les antibiotiques. La première admission d'antibiotiques à des humains est suite à la découverte par Gerhard Domagt en Allemagne, qui aura le prix Nobel pour ses découvertes en 1939, d'un antibiotique commercialisé sous le nom de Protosil. Et l'année suivante, en 1936, Leonard Colebrook en Angleterre va traiter pour la première fois des humains, c'est-à-dire en l'occurrence des femmes souffrant de fièvre puerpérale. Et vous voyez qu'à l'époque, en 1936, le papier dans le Lancet, eh bien, Colebrook rapporte à la fois son observation chez les humains et chez les souris. Alors juste pour se faire de l'autopromotion, si l'histoire vous intéresse, je vous invite à lire un livre que j'ai écrit l'année dernière sur l'histoire de l'inflammation et où figurent bien d'autres anecdotes sur les fièvres puerpérales et sur la septicémie et sur l'inflammation. Les définitions du sepsis. En 2002, une définition a été proposée par les docteurs et cette définition correspond à une situation d'inflammation systémique qu'on appelle SIRS, qui correspond à toutes ces situations cliniques, de chirurgie lourde, de patients réanimés après un arrêt cardiaque, de traumatologie, de granulés, de pancréatite. Et lorsque cette situation inflammatoire généralisée est associée avec une infection, qu'elle soit bactérienne, fongique, parasitaire ou virale, eh bien, on parle de sepsis. Et les critères de ce SIRS, c'était au moins deux des paramètres suivants, soit de la fièvre, ou au contraire une hypothermie, soit une tachypnée, ou une tachycardie, ou une leucocytose, ou une leucopénie. Et si les patients avaient deux de ces paramètres, ils étaient considérés SIRS, et s'il y avait une raison de penser qu'il y avait une infection, ils étaient à ce moment-là effectivement sous sepsis. En 2016, les docteurs se sont réunis de nouveau pour proposer une nouvelle définition qu'on appelle sepsis 3. Cette nouvelle définition 2016 est légèrement différente de ce qui est précédemment. Le sepsis doit être défini comme une dysfonction, une situation qui amène à une dysfonction d'organes pouvant mettre la vie en jeu, due à une dysrégulation
de la réponse de l'hôte à l'infection. Ce terme de dysrégulation est extrêmement malheureux et après avoir discuté avec certains des membres de cette terminologie, ils ont reconnu avec moi que le terme dysrégulatif n'est pas approprié, que c'est sans doute mal adapté qui serait approprié. Toujours est-il que cette dysfonction d'organes, cette défaillance d'organes peut être définie par un score SOFA dont je vais vous parler dans un instant, associé à une infection. Si l'on compare cette définition de sepsis 3 par rapport à la définition de 2002, exit le concept de SIRS et exit le concept de severe sepsis. Il n'y a plus que sepsis et septic shock. Le choc septique, quant à lui, c'est le sepsis associant la nécessité de vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle supérieure ou égale à 65 mm de mercure, malgré l'usage de fluides de réanimation, et des taux de lactate supérieurs ou égales à 2 millimolaires. Alors le score clinique s'appelle QuickSOFA, le mnémotique est HAT pour Hypotension, Altered Mental Status et tachypnée. Et donc en fait, si ce score est supérieur ou égal à 2, en fonction de la présence d'hypotension, d'altération du statut immunitaire et de tachypnée, le patient à ce moment-là peut être considéré comme ayant un sepsis. Une étude qui a été publiée l'année dernière a cherché à comparer finalement les patients qui étaient entrés dans la définition sepsis 2 par rapport à la définition sepsis 3. Et vous voyez globalement les deux définitions, donc en vert la définition 2, en rouge la définition 3. En fait, en l'occurrence, c'est la définition de severe sepsis pour la définition de sepsis 2 par rapport à la définition de sepsis pour sepsis 3. Et vous voyez, grosso modo, 98% des 189 000 patients étudiés correspondent à peu près à la même catégorie. Par contre, de façon assez étonnante, c'est seulement 19% des patients de la définition sepsis 3 qui correspondent à la définition de sepsis 2 pour ce qui est d'un état de choc septique. Les sources d'entrée des infections, pour la plupart du temps, sont les pneumonies, c'est-à-dire sont les poumons. 60% des sepsis sont d'origine pulmonaire. Vous avez également à peu près 15 à 20% d'infections d'origine intrapéritonéale. Et le reste, c'est les infections par les voies urinaires ou en relation avec la peau ou les cathéters. Et donc, ce qui est associé à cette nouvelle définition, c'est l'existence, entraînée par cette infection, de défaillance d'organes et une sorte de cercle vicieux qui fait que les poumons vont entrer en défaillance, puis ensuite le cœur, le foie, les reins, etc. Ce qui est un vrai problème, c'est l'existence de séquelles à la suite d'un sepsis. C'est-à-dire que des patients peuvent effectivement survivre d'un sepsis, mais ils risquent d'avoir des séquelles avec une faiblesse neuromusculaire, des douleurs chroniques, ce qu'on appelle le stress post-traumatique, comme les soldats qui reviennent de la guerre, de n'importe quelle guerre, des altérations cognitives et des états de dépression. Et c'est sans doute sur ces paramètres-là qu'il est important de travailler, puisqu'en fait, un grand nombre de patients vont survivre, mais ces patients qui survivent, finalement, vont avoir des séquelles sur lesquelles il serait intéressant de travailler et de diminuer la conséquence. Qu'en est-il de l'épidémiologie ? Régulièrement, la grande presse se fait l'écho de situations désespérées, toujours, bien sûr, souvent sur les enfants, ce qui est quand même le plus traumatisant. Et ici, vous avez un article du New York Times qui faisait état de cette avalanche de la réponse immunitaire à l'infection et cet état de choc septique chez ce jeune petit garçon décédé donc de ce sepsis. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que j'ai fait une recherche Google Actualité sur le mois de février 2018. Et sur le mois de février 2018, voici tout ce que j'ai rapporté, je ne vous ai pas tout mis. Ce petit garçon, également décédé en 24 heures d'un sepsis. Ici, ce n'est pas les enfants qui sont décédés, c'est cette maman qui est décédée d'un sepsis. Ici, c'est un autre décès rapporté également d'un sepsis à la suite d'une fausse couche. Ici, c'est le père qui est décédé avant Noël d'un sepsis. Ici, c'est cette femme qui a dû être amputée des jambes et des extrémités des bras suite à un sepsis. Et un procès qui a eu lieu en Australie, qui a reconnu coupable l'environnement médical pour cette femme qui était décédée d'un sepsis après une césarienne. Donc vous voyez,
tous ces titres, c'est des titres anglophones, essentiellement en Angleterre, un peu en Australie. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a une prise de conscience extrêmement importante du monde anglophone de la problématique. Pour illustrer cette prise de conscience, en Angleterre, la BBC a un radio... comment ça s'appelle ça? Une émission radiophonique qui est connue qui existe depuis très longtemps. Et les auteurs ont décidé de faire mourir une des héroïnes de cette émission de radio pour sensibiliser les auditeurs. Et du coup, ils ont émis une publicité, cette affiche, pour expliquer comment cette héroïne de cette émission de radio était décédée d'un sepsis, comment cela aurait pu être évité, comment ça se développe, et comment on aurait pu sauver cette jeune femme. La problématique qui a été mise en exergue par l'OMS, c'est qu'effectivement, vous voyez, la fréquence de sepsis entre 2000 et 2008, c'est une augmentation de 83%. Cette étude est assez spectaculaire. Il s'agit d'une étude sur 400 000 patients admis en réanimation, en soins intensifs, admis aux urgences. Vous avez en gris ici le nombre de patients admis pour un AVC, en rose le nombre de patients admis pour un infarctus du myocarde, et en noir le nombre de patients admis pour un sepsis sévère. La figure, je pense, parle d'elle-même. Dans cette étude américaine, vous avez dans cette courbe ici la fréquence des sepsis qui, au cours de 2000 à 2007, rejoint ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une augmentation des fréquences extrêmement importante, malgré tout associé avec un pourcentage de mortalité qui va en diminuant, c'est-à-dire que malgré tout, les soins apportés par les intensivistes sont de meilleure qualité et que, in fine, moins de patients décèdent aujourd'hui d'un sepsis qu'il n'en était, du moins en termes de proportion, de pourcentage. En termes de nombre total, il y en a plus, tout simplement puisque la courbe, elle, augmente. Qui décède et qui cela concerne? Vous voyez que si chez les adultes, on fait les courbes de fréquence au cours de 2000 à 2007 pour les 18-49 ans, les 50-64 ans, vous voyez que clairement cette courbe concerne essentiellement les plus de 65 ans. Mais, et c'est pour ça que c'était le titre de ma présentation, non, pardon, avant d'aller sur la diapo suivante, ici simplement c'est des chiffres aux États-Unis. Les moins de 65 ans, la fréquence de sepsis est de 95 pour 100 000. Pour les plus de 65 ans, c'est 1220 pour 100 000. Voilà ce que je voulais dire par rapport au problème de l'âge. C'est ces deux études, une en Angleterre, une en Allemagne, qui montrent qu'il y a en fait deux pics. Un pic, ce qu'on appelle donc le sepsis néonatal, qu'on voit ici, aussi bien en Angleterre, aussi bien en Allemagne. Puis ensuite, une chute au cours de la jeunesse et une courbe croissante avec l'âge. Et avec également une petite différence entre les hommes et les femmes et une fréquence de mortalité supérieure chez les hommes que chez les femmes. De façon attendue, la défaillance d'organes, plus il y a de défaillance d'organes, plus il y a d'organes qui rentrent en défaillance, plus la mortalité va être élevée. Mais ça n'a rien de très surprenant. Juste une autre dernière étude épidémiologique en Europe, qui a été menée il y a une dizaine d'années en Europe, sur 3000 patients en soins intensifs, 37% avaient développé un sepsis, selon la définition sepsis 2. La mortalité varie selon les pays. Vous voyez qu'elle était de 8% en Suisse à 35% en Italie, la moyenne étant globalement, pour l'ensemble de l'Europe, à la valeur qu'a la France, c'est-à-dire 27%. En fait, ce n'est pas des différences entre les pays, c'est simplement que les patients dans les différents soins intensifs ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, ce qui explique ces différences de mortalité. On reparlera tout à l'heure des micro-organismes. Vous voyez dans cette étude-là encore une majorité d'hommes. Et pour ce qui est des micro-organismes, on en reparlera tout à l'heure, mais une majorité de germes à Gram positifs. Et comme je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, que ce soit un sepsis accueilli de façon communautaire ou à l'hôpital, le poumon est la porte d'entrée essentielle de l'infection, suivie par l'abdomen et les voies urinaires. Des chiffres en France, le sepsis cette fois-ci c'est en termes de décès, on estime à peu près à 30 000 le décès de sepsis en France, c'est-à-dire autant que le cancer du poumon.
Bien entendu, tout ceci a un coût. Ici, c'est les sommes qui ont été estimées à 14 milliards de dollars aux États-Unis en 2008. Et en Allemagne, on estime qu'un patient hospitalisé pour sepsis coûte entre 25 et 55 000 euros. Ce qui est assez fascinant, c'est la fréquence du sepsis par rapport à d'autres pathologies et l'argent dépensé pour la recherche dans ce domaine. Vous avez ici la fréquence du sepsis pour 100 000 habitants par rapport aux AVC, par rapport au cancer du poumon, du sein et de la prostate, par rapport aux maladies coronariennes et par rapport au HIV. Et vous avez en dessous les sommes dépensées pour la recherche. Et vous voyez que, alors que le sepsis représente 16 fois plus, du moins dans nos pays, de cas que le HIV, les sommes consacrées à la recherche pour le sepsis représentent 3% des sommes consacrées à la recherche sur le sida. Alors bien sûr, il n'y a pas que les pays développés, il y a le reste du monde. Et si on fait une carte reflétant les maladies infectieuses et parasitaires au niveau mondial, bien évidemment, on voit que le continent indien et l'Afrique sont particulièrement exposés aux maladies infectieuses. Au niveau des infections, la troisième cause de mortalité mondiale, ce sont les infections des voies respiratoires, et le sepsis néonatal arrive en 15e position. En effet, le sepsis néonatal concerne en particulier les pays en voie de développement, et on estime à peu près à 325 000 morts en Afrique le nombre d'enfants décédant d'un sepsis néonatal. Et dans cette étude où le sepsis néonatal représente au niveau mondial la 15e cause de mortalité, vous voyez que dans certains pays, c'est la 6e cause de mortalité en Bolivie, Pérou, en Irak, la 5e cause de mortalité au Tchad, au Mali, au Niger, au Togo, en Angola, au Congo, en Gabon, la 4e cause de mortalité au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Guinée, la 3e cause de mortalité au Ghana et au Sénégal, et la 2e cause de mortalité en Gambie et en Mauritanie. Donc on voit effectivement que le sepsis néonatal est un problème majeur dans certains pays. Qu'en est-il de sepsis maternel, c'est-à-dire les fameuses fièvres puerpérales d'autrefois? Eh bien, le sepsis maternel est la 2e cause de mortalité après l'accouchement, après les hémorragies. Et une fois encore, bien entendu, des grandes différences entre les pays en voie de développement et les pays développés. Ici, vous avez des chiffres de la fréquence de ces sepsis maternels, estimé à 13 pour 100 000 aux États-Unis, en Angleterre, pardon, et ici calculé à peu près comme étant 540 pour 100 000 en Inde. Et ici, c'est le nombre de décès considérés de sepsis maternel en Afrique. Quelques notions maintenant microbiologiques. Alors, je vous ai dit, ça va dépendre un peu des pays et des études. En 1999, vous voyez ici en bleu, ce sont les germes à grammes négatifs. Et ici, c'est une étude américaine. Et les germes à grammes négatifs, c'est la courbe rouge, qui était majoritaire, effectivement, et qui va devenir minoritaire, les germes les plus fréquents étant des germes à grammes positifs. Et notez ici aussi l'augmentation impressionnante des infections fongiques et des septicémies dues à des champignons. Ici, c'est le sepsis néonatal. On voit que là, par contre, il y a une certaine homologie entre les différents pays, puisque vous avez des pays comme les États-Unis ou des pays plus en voie de développement comme le Mexique. Et vous voyez que ce sepsis néonatal est essentiellement dû à des streptocoques coagulase négatifs, avec certaines variabilités. Ici, vous voyez que par contre, ce n'est absolument pas le cas en Corée, et que la Corée se distingue de l'ensemble des pays en ayant en fait des candidats comme étant la source majeure de sepsis néonatal. Bien entendu, le devenir des patients va être très dépendant de la nature des bactéries et ici et de l'existence de gènes de virulence. Et ici, vous avez le fait que le risque d'avoir un sepsis sévère est associé avec la présence d'un gène, le cytotoxic necrotizing factor 1, et ça augmente la fréquence d'un facteur 6.75. De la même façon, si la bactérie présente un gène bêta-lactamase, ça augmente d'un facteur 2.6. Et puis, il y a d'autres gènes, comme le ferric Yersinia bactin uptake receptor,
qui lui est carrément associé avec une augmentation de la mortalité, vous voyez, d'un odds ratio de 8, ou à l'inverse, la présence de certains gels, comme les péphimbryés, qui sont au contraire associés à un rôle protecteur et une mortalité diminue. Sans aucun doute, un des problèmes qui, comme là, il apparaît sur cette diapo, est diabolique, c'est l'augmentation des germes résistants aux antibiotiques. Et ici, vous avez une étude en Italie sur des Klebsiella, et vous voyez donc ici les pourcentages, le nombre de Klebsiella sensibles à la carbapénène, et ici vous avez la courbe entre 2008 et 2014, donc sur 7 ans en fait, vous voyez l'augmentation spectaculaire des germes résistants à la carbapénène. Ce n'est pas propre à Klebsiella. Ici, vous avez des Escherichia coli, une étude en Finlande, et vous voyez alors que la fréquence des résistances aux céphalosporines de 3e génération était relativement contenue jusqu'en 2006-2007. Vous voyez une explosion de nouveau ces dernières années de cette fréquence de germes résistants aux céphalosporines. Derrière ces problèmes de résistance aux antibiotiques, il y a derrière bien entendu un problème de devenir des patients. Et vous voyez ici dans une étude qui a été menée à Taïwan sur les staphylocoques dorés sensibles ou résistants à la méticilline. Vous voyez que la mortalité était de 23% si les germes sont sensibles à la métacilline. Et selon que l'infection a été acquise de façon communautaire ou au cours des soins, la mortalité peut monter à 30 voire 47% si les germes sont résistants à la méticilline. Ici, il s'agit d'une étude menée à l'Institut Pasteur de Paris par l'équipe de Didier Guillemot, et on va juste regarder ici le devenir des patients en fonction de la résistance aux antibiotiques, ici pour coli, Klebsiella, Enterobacter. Et vous voyez, la courbe continue, c'est les germes sensibles, la courbe en assuré, c'est les germes résistants en termes de survie, des différences spectaculaires, avec une survie bien moindre si les germes sont résistants aux antibiotiques. Donc, un problème majeur, vous voyez qu'on estime que 23 000 personnes aux États-Unis sont décédées à la suite de la résistance aux antibiotiques, à peu près le même nombre en Europe. Donc je suis heureux que dans la salle, nous ayons ici le président de la World Alliance Against Antibiotic Resistance, Jean Carlet, qui se bat depuis des années pour que les différents pays prennent et les différentes autorités soient sensibilisées au problème. Alors c'est clair qu'au niveau national, ça peut être plus ou moins efficace. Au niveau international, de nouveau, au niveau de l'OMS, la prise de conscience est totale, puisque vous voyez que le docteur Keiji Fukuda, qui était le directeur général adjoint à l'OMS, avait écrit si les acteurs ne se mettent pas de façon active et coordonnée en marche, le monde évolue vers une période post-antibiotique pour laquelle la plupart des infections communes et les blessures légères qui ont été traitées pendant des décades pourront tuer de nouveau. Donc effectivement, cette résistance aux antibiotiques est un vrai problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez les patients? Pourquoi Dark Vador? Eh bien, un des problèmes auxquels les patients sont confrontés, c'est ce que j'appelle la force obscure du système immunitaire, donc Dark Vador, concrétisée par la tempête cytokinique. Cette tempête cytokinique, elle a été évoquée finalement dès 1904 par ce docteur Osler. Du moins, ses propos, on les lui attribue. Je n'ai jamais réussi à retrouver les textes exacts où il l'aurait dit, donc c'est un peu difficile, mais j'aime bien le propos, donc je continue à lui attribuer. À part de quelques occasions, le patient semble mourir de la réponse de son corps à l'infection plutôt que de l'infection elle-même. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est donc cette tempête cytokinique, et je ne résiste pas, donc ça c'est le tableau de Kusai, je ne résiste pas à vous proposer cette affiche qui était il y a 2 ans l'affiche du congrès de microbiologie, et vous avez ici des germes qui reprennent exactement la tempête de Kusai, et je trouvais que ça illustrait bien le problème. Alors cette tempête de cytokines, elle aboutit à une défaillance d'organes, et c'est un très célèbre médecin qui a dit ça. Alors je ne sais pas si dans tous les pays le Dr House est connu, mais pour ceux qui connaissent le Dr House, c'est dans l'épisode 21 de la saison 1, il faut toujours être précis dans ses références, qui nous indique ce problème.
Donc finalement, on est confronté à ce côté mi-ange, mi-démon des cytokines, représenté ici par Escher, ou le yin et le yang de la réponse inflammatoire. Et en d'autres termes, dire que finalement, nos cytokines, notre réponse immunitaire, c'est la lame de l'épée qui nous permet de nous battre contre les infections, mais ça peut aussi se retourner, être la lame de la faux de la mort. Et en fait, effectivement, la mort est présente et la mort peut être consécutive à un excès de ces médiateurs de l'inflammation qui vont pouvoir avoir des effets délétères. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle cette tempête cytokinique. J'aime beaucoup ce dessin, mais il est important de savoir que cette tempête cytokinique, on ne la retrouve pas que dans des sepsis bactériens. On peut la retrouver dans des situations d'infection virale, en particulier le SARS, pour lequel une tempête cytokinique avait été rapportée. On le retrouve dans les épidémies de virus à influenza sévères, comme la pandémie de 2009. On la retrouve dans certains virus, comme le virus associé aux fièvres sévères et au syndrome de thrombocytopénie, avec de nouveau une tempête cytokinique. Et le dernier exemple, qui est intéressant ici, cette tempête cytokinique avait tout simplement été créée par les docteurs lors d'une étude en phase 1 clinique pour tester un anticorps qui est censé avoir chez la souris des activités antitumorales et qui va être injecté à des volontaires et on va tous les envoyer en réanimation. Alors cette tempête cytokinique, elle est illustrée ici par ce travail publié dans New England il y a maintenant un certain nombre d'années. En fait, il s'agit d'une jeune chercheure du NIH qui se suicide en s'injectant une dose d'endotoxine, l'endotoxine étant le constituant des bactéries à gram négatif, particulièrement virulentes. Et donc, cette patiente, enfin cette volontaire, elle n'est pas patiente, enfin elle devient patiente, est retrouvée dans le laboratoire en état de choc et de défaillance multiviscérale, et effectivement, les docteurs lui prodiguent les soins nécessaires, et en même temps mesurent les cytokines circulantes chez cette jeune volontaire et trouvent des quantités absolument faramineuses de TNF, d'IL6, d'interleukine. Alors pour la petite histoire, elle n'est pas co-auteure du papier, que je trouve profondément injuste parce qu'elle avait quand même fait l'essentiel de la manipulation. Alors, tout le monde n'a pas forcément des volontaires qui sont prêts à se suicider à l'endotoxine. Par contre, on a tout simplement des patients sepsis. Et cette tempête cytokinique a été mise en évidence dès 1986 dans différents pays, le TNF, l'IL1, l'IL6, l'IL8. Pourquoi la Norvège est le premier pays à trouver les cytokines dans la circulation sanguine des patients? Tout simplement parce qu'en fait, en Norvège, il y avait un grand nombre de cas de méningite, et que le méningite est sans aucun doute les situations de sepsis les plus graves. Ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on va aussi trouver un excès de cytokines anti-inflammatoires présent dans la circulation de ces patients. Juste une notion importante, ce qu'on mesure dans le sérum des patients, c'est le sommet d'iceberg. En fait, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de cytokines dans la circulation qu'elles ne sont pas en action. Celles qu'on ne voit pas, elles sont sur les cellules cibles, elles sont sur les leucocytes, elles sont sur l'endothélium. Et donc, en fait, ce sommet d'iceberg peut ne pas être visible du tout, mais ça ne veut pas dire que les cytokines ne jouent pas un rôle. Un autre médiateur important, je l'ai déjà évoqué, donc l'endotoxine, le lipopolysaccharide. Et cette étude est intéressante, celle de Steve Opal, il y a maintenant près de 20 ans, car vous voyez que cette endotoxine est trouvée dans les infections à gram négatif, ça fait sens, mais vous voyez qu'elle est également trouvée dans les infections à gram positif ou dans les infections fongiques. Et cela tout simplement parce qu'en fait, au cours du sepsis, vous avez une altération de la barrière épithéliale du tube digestif et une translocation des produits bactériens du tube digestif, ce qui explique effectivement la présence de cette endotoxine. Ce qui est intéressant, c'est que le devenir des patients, pour lesquels on a trouvé de l'endotoxine détectable dans leur circulation, vous voyez que le devenir des patients est beaucoup plus péjoratif que les patients pour qui il n'y a pas d'endotoxine détectable. Et pour faire le lien avec ma tempête cytokinique, je reviens avec ces infections à méningocoque et ce travail qui montre des corrélations tout à fait spectaculaires entre le taux d'endotoxine retrouvé au cours des méningococémies et certaines cytokines, en l'occurrence deux chémokines, l'interleukine 8 et MCP1. Et vous voyez des corrélations tout à fait spectaculaires. Donc, quels sont les paramètres qui vont, depuis l'infection, aboutir à cette défaillance d'organes et le devenir du patient? Il y a, je l'ai déjà évoqué, la nature des infections. Est-ce gram plus, est-ce gram moins, est-ce que c'est une infection mixte?
l'existence de facteurs de virulence, le site d'infection. Mais il y a tous les paramètres de l'individu lui-même, des événements stochastiques, mais l'existence de maladies sous-jacentes, le statut immunologique, l'âge, le genre, les habitudes, alcool ou de fumer, le groupe ethnique, le background génétique, une importance bien sûr du polymorphisme génétique, et la réactivation d'infections virales. Et puis il peut y avoir des effets propres aux soins, bien sûr la qualité des soins n'est pas la même partout, il peut y avoir des effets iatrogènes, et on va en reparler tout à l'heure, le fait que les antibiotiques administrés n'aient pas été adéquates au premier abord. Alors, bien entendu, je n'ai absolument pas le temps de rentrer dans les détails de tout le mécanistique, il n'y a pas que la tempête cytokinique. Et justement, pour expliquer la défaillance d'organes, je cite ce travail de Mervyn Singer, qui explique la défaillance d'organes par un terme qu'il propose, qui est le terme d'hibernation, et qui fait que les mitochondries, lors de cette inflammation excessive, vont recevoir un grand nombre de signaux qui va éteindre le processus métabolique, et donc, du coup, favoriser cette défaillance d'organes. Et c'est vraiment une hypothèse extrêmement intéressante, car dans la plupart des cas, cette défaillance d'organes est réversible. Si les patients sont sauvés, il n'y a pas forcément de destruction de tissus, mais plutôt effectivement une sorte de shutdown, d'une extinction du fonctionnement de l'organe. Alors de nouveau, faute de pouvoir être exhaustif, il faut réaliser bien entendu que la sévérité de ce sepsis ne reflète qu'en fait une synergie entre ce premier signal qui sont les microbes et puis tous les processus de la réponse de l'autre, l'activation du complément, la production des cytokines, la production de radicaux libres, d'icosanoïdes, de neuromédiateurs, l'apoptose des cellules, des situations d'hypoxie et la mise en place de coagulation. Donc ceci nous amène à ce point aussi, c'est quid est du statut immunologique des patients. Si je résume le processus de sepsis, au cours d'une infection, un certain nombre de produits microbiens qu'on appelle les PAMS, les Pathogen Associated Molecular Patterns, vont activer à la fois les cellules, les systèmes biologiques comme le système du complément, et cette activation va amener à une inflammation modérée. Et cette inflammation modérée, c'est un signal d'alarme positif qui en fait permet la mise en place de l'immunité anti-infectieuse. Mais cette réponse peut être exacerbée, trop sévère, et à ce moment-là, on a abouti à la défaillance d'organes. Mais la nature met en place elle-même une contre-régulation. Cette contre-régulation peut impliquer les protéines de la phase aiguë de l'inflammation, le système nerveux central et périphérique, la voie neuro-endocrinienne, pour limiter le processus de l'inflammation. Les conséquences de cette réponse anti-inflammatoire, c'est qu'elles peuvent altérer le statut immunologique et que du coup, il peut y avoir chez ces patients une augmentation de sensibilité aux infections nosocomiales. Alors, quelles sont ces altérations ? Eh bien, ces altérations concernent un certain nombre de paramètres qu'on peut mesurer chez les patients, des modifications des populations circulantes, des modifications des marqueurs de surface, et puis on peut suivre in vitro l'état des cellules de ces patients par la prolifération lymphocytaire, l'activité NK, la production de cytokines, l'apoptose, ou in vivo par l'allergie aux tests cutanés. Donc, en 1997, Roger Bone avait utilisé du moins l'acronyme SIRS, dont je vous ai déjà parlé, Systemic Inflammatory Response Syndrome, donc qui peut aboutir à un état de choc, et il va créer un nouvel acronyme de CARS pour Compensatory Anti-Inflammatory Response Syndrome. Et pour Bone, ce CARS est associé à l'immunosuppression du système immunitaire. Sauf que Roger Bone considère que chez les patients, l'un ou l'autre prédomine. Et je suis désolé de dire que je suis en désaccord avec cette vision. Pour moi, le CARS doit être considéré comme une réponse adaptée, compartimentalisée, avec le but d'éteindre les gènes pro-inflammatoires et de maintenir l'expression des gènes anti-infectieux. Certains d'entre vous connaissent ce tableau de Frida Kahlo. Les deux Frida, vous voyez qu'elles sont liées l'une à l'autre de façon extrêmement forte. Eh bien, Circe et Cars sont liés à l'autre de cette manière aussi forte.
Le CIRS, si je le résume, est le fruit des signaux de danger, les PAMS et les DAMS, les cytokines de l'inflammation, les radicaux libres, les médiateurs lipidiques, les protéases, les chémokines. Le CARS, lui, c'est le fruit de signaux délivrés par les cytokines anti-inflammatoires, les inhibiteurs des cytokines de l'inflammation, les glucocorticoïdes, la reprogrammation leucocytaire, les neuromédiateurs, les protéines à phase aiguë de l'inflammation et les médiateurs lipidiques comme protectine, résolvine, lipoxine, marésine. Quand CIRS et SCARS ont-ils lieu? Pendant des années, on a proposé, et encore jusqu'à il y a peu de temps, que CIRS et CARS étaient l'un après l'autre. En fait, ils sont concomitants, et je suis heureux de fêter le 17e anniversaire de ce papier où j'avais fait cette figure, qui n'a absolument pas été pris en considération. Maintenant, les gens refont la même figure, mais je l'avais faite tout simplement il y a 17 ans, où j'avais dit effectivement que le CIRS et le CARS ne doivent pas être opposés, qu'ils existent concomitamment, le CIRS prédominant dans les tissus, tandis que le CARS se mesure essentiellement au niveau sanguin. Alors ici, quelques paramètres immunologiques chez les patients. Ici, vous avez des travaux menés par Fabienne Venet à Lyon, qui est un des leaders dans le domaine, qui travaille avec Guillaume Monneret, dont je vous présenterai un deuxième travail, une équipe majeure à Lyon. Ici, vous avez le nombre de lymphocytes CD4, CD8, lymphocytes B, cellules NK chez les patients sceptiques à T0 ou à 48 heures, comparé en jaune à la valeur des sujets normaux. Donc, vous voyez bien une lymphopénie, et Guillaume Monneret, avec Fabienne Venet, ultérieurement ont montré au sein de la population lymphocytaire T, par contre, le maintien, alors que toutes les populations T sont diminuées, il y a au contraire le maintien d'une population lymphocytaire T très particulière qu'on appelle les T régulateurs, qui sont justement impliqués dans la régulation négative du système immunitaire. L'autre mot-clé important, c'est l'apoptose. Et ces travaux, le maître de ce domaine, c'est Richard Hotchkiss aux États-Unis, qui a effectivement, dans des rats de patients décédés de sepsis, mis en exergue l'apoptose des lymphocytes P, l'apoptose des lymphocytes T, l'apoptose des cellules dendritiques et l'exacerbation de la production d'enzymes de l'apoptose comme l'expression de la caspase 9. Donc, effectivement, apoptose et sepsis sont intriqués de façon majeure, avec une forte apoptose des cellules immunitaires, lymphocytes, cellules NK, thymocytes et cellules dendritiques. Les monocytes macrophages ne sont pas apoptotiques. Par contre, et c'est ça qui est un point extrêmement important, à l'inverse de toutes les autres cellules, l'apoptose naturelle des neutrophiles est diminuée. Sans doute pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'apoptose des cellules dans les tissus. L'apoptose des cellules épithéliales a été démontrée et sans doute associée avec la défaillance pulmonaire, avec la défaillance de la barrière intestinale, avec la défaillance rénale. Une apoptose des cellules endothéliales a également été rapportée, donc associée avec la fuite vasculaire, la thrombose. Une apoptose des myocytes cardiaques, donc avec une altération de la contractilité. Une apoptose des neurones, et donc avec une défaillance aussi neurologique. Et donc effectivement, cela peut faire sens de vouloir lutter contre l'apoptose à des fins thérapeutiques. Je vous ai dit, certains marqueurs des cellules pouvaient être marqueurs de cette altération immunologique. Ici, c'est l'expression du marqueur HLA-DR sur les monocytes. On voit qu'elle est effondrée ici, il s'agit de patients en traumatologie. Ici, c'est le suivi de patients qui vont récupérer de leur traumatologie. Ici, c'est le suivi d'expression d'HLA-DR chez les patients qui, après le trauma, vont développer un sepsis. Et ici, c'est la courbe des patients de trauma qui vont décéder. Vous voyez qu'il y a un effondrement majeur d'HLA-DR. Enfin, l'autre paramètre qu'on peut suivre, c'est la production ex vivo de cytokines des patients CIRS et sepsis après activation par différents agonistes. Donc ça, c'est en fait ce qui a été notre activité princeps. Content que Jean Carlet soit ici, parce que c'est grâce à lui que ce travail a pu être fait en 1991. On a été les premiers à montrer cette altération. Je suis une cytokine alors, moi, c'est ça? On a par la suite montré avec d'autres équipes que c'était également vrai pour la production de cytokines par les neutrophiles, que la production de cytokines par les lymphocytes était également altérée, et enfin la production de cytokines par les cellules NK était également altérée. Alors juste pour terminer sur ce sujet, rappeler que cette baisse du niveau immunitaire peut être sans doute responsable d'une réactivation de certains virus présents chez les patients
existant de façon asymptomatique avant qu'ils déclenchent leur sepsis. Et vous voyez ici les patients qui vont réactiver le CMV, eh bien, le séjour en soins intensifs est beaucoup plus long que les patients qui ne réactivent pas leur CMV. Des tas d'autres travaux ont été faits sur des tas d'autres virus qui sont également impliqués dans la réactivation chez ces patients. On arrive au problème du diagnostic. Et ici, vous avez une courbe assez spectaculaire qui a été publiée il y a 13 ans maintenant, 12 ans. Ici, en rose, vous avez le nombre d'heures nécessaires pour mettre les patients sous antibiotiques. Et vous voyez que 100% des patients seront sous antibiotiques après 36 heures. Mais vous voyez que la mortalité va diminuant, c'est-à-dire que la survie va diminuant, c'est-à-dire qu'en fait, plus il y a un retard à la mise en place de l'antibiothérapie, plus la mortalité sera grande. Ceci explique effectivement la nécessité de mettre les patients sous antibiothérapie dès que possible. Alors, on a un grand nombre de biomarqueurs. J'avais une autre figure effectivement où il était en perfusion antibiotique. Je suis désolé. Alors, on a un grand nombre de biomarqueurs qui ont été rapportés dans la littérature. Je vous passe ce tableau qui est bien sûr illisible, mais c'est juste pour vous dire combien des recherches intensives ont été faites sur les biomarqueurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que le biomarqueur magique n'existait pas et qu'il faudra donc une approche combinée. Et effectivement, dans la littérature, on trouve déjà un certain nombre de papiers qui ont combiné certains biomarqueurs. Ce matin, j'ai fait une recherche du nombre d'articles qui existaient sur biomarqueurs dans le cas de sepsis ou d'infection. Vous voyez qu'il y a 44 000 papiers qui ont été publiés jusqu'à ce jour dans ce domaine. Il y a quelques années, Jean-Louis Vincent avait fait une revue de ces biomarqueurs, il en avait trouvé 178, et la conclusion c'était qu'aucun n'avait une spécificité et une sensibilité suffisante pour être employé en pratique clinique. Et si la procalcitonine et la CRP sont d'intérêt, elles ont malgré tout des valeurs discriminantes qui sont insuffisantes. Alors néanmoins, il y a quand même quelques espoirs dans les approches. Vous avez ici, donc j'ai cité différentes approches technologiques, la protéomique, et un très joli papier publié il y a maintenant 3 ans, qui permet, après avoir screené un certain nombre de biomarqueurs, d'arriver à 3 marqueurs, TRAIL, qui est une molécule de la superfamille du TNF, IP10, qui est une chémokine, CXCL10, ou la CRP, et lorsqu'on associe ces 3 biomarqueurs, eh bien, avec une R sous la courbe tout à fait satisfaisante, 0,96, on peut distinguer infection bactérienne des infections virales. Donc ça, effectivement, c'est une approche tout à fait intéressante. En transcriptomique aussi, des résultats intéressants et importants. L'équipe internationale, avec en particulier nos collègues des Pays-Bas, ont fait ici avec 5 gènes, avec des différentes cohortes de démonstration et de validation, avec des R sous la courbe allant de 0,85 à 0,95, simplement pour l'expression de certains gènes au niveau des leucocytes de ces patients. Il y a aussi la possibilité d'étudier des marqueurs de surface. CD64 sur les neutrophiles présente un intérêt. Vous voyez ici l'expression CD64 sur les sujets sains, sepsis, severe sepsis et septic shock, avec une corrélation intéressante par rapport à l'interleukine 8, par exemple, qui est une cytokine qui active et recrute les neutrophiles, et des différences aussi importantes entre les patients survivants des patients décédés pour cette expression de CD64. Les miRNA, de nombreux travaux sont sortis maintenant depuis une dizaine d'années sur la mesure d'un certain nombre de miRNA dans le sérum. Il y a aussi la possibilité de rechercher les miRNA dans les cellules, dans les leucocytes, et ici vous avez toute une cartographie de miRNA mesurés dans les monocytes. À propos des miRNA, 2 autres papiers. Ici, un travail de l'année dernière tout à fait intéressant qui démontre que finalement, ces miRNA ne sont pas retrouvés les mêmes dans les différents compartiments. Ici, il s'agit de miRNA qu'on retrouve dans le sérum, dans les exosomes ou dans les cellules. Donc vous voyez qu'en fait, selon le compartiment qu'on va rechercher, ce n'est pas les mêmes. Alors ceci dit, ce n'est pas forcément si facile que si. Ceci est un papier de cette année, 2018,
pour lequel 18 miRNA sont retrouvés augmentés, tandis que 10 sont retrouvés diminués. Il s'agit là au niveau sérique. Et en fait, ce n'est pas les mêmes. Donc, ce qui illustre quand même qu'on est encore à avoir à faire des problèmes en termes de technologie pour s'assurer de la véracité. Il ne faut pas quand même que ça soit différent d'un laboratoire à l'autre. Autre approche, la métabolomique, avec ici ce travail aussi tout à fait intéressant qui montre que si on est capable de faire une cartographie des métabolites, eh bien, on peut aussi avoir un élément favorable de diagnostic. Je vous ai dit qu'en fait, l'idéal, ça serait de faire des combinaisons. Ce papier est tout à fait intéressant. Il a combiné la CRP au marqueur CD64 sur les neutrophiles, et donc en fait discriminer les deux extrêmes. Et vous voyez que si on prend les patients qui ont un faible taux de CRP et un faible niveau de CD64, le risque est relativement faible d'avoir un sepsis. À l'inverse, les patients qui ont un haut taux de CRP et un haut taux de CD64 ont un fort risque d'avoir un sepsis. Alors, fort de cette notion de combinaison, nous avons nous-mêmes, avec l'hôpital Saint-Joseph, avec l'assistance publique et avec le financement de Biomérieux, mené à l'Institut Pasteur, une étude combinatoire qu'on a appelée CAPTEM pour Combined Approach for the Early Diagnosis of Sepsis. On a mesuré des marqueurs bactériens, on a mesuré des marqueurs plasmatiques, on a mesuré des marqueurs de surface, on a mesuré des micro-RNA, on a mesuré des mRNA. Et pour l'instant, le papier est soumis, j'espère qu'il sera prochainement accepté. Il est assez difficile à vendre, tout simplement parce que nous avons échoué, et qu'en fait, aucune des combinaisons possibles et imaginables n'a permis d'être meilleure que, je vous le donne en mille, la CRP. Donc, tout ça pour ça, c'est vrai que c'est un peu décevant. Alors l'autre grand espoir a été, ou est encore, je ne sais pas quoi penser, la mesure de l'ADN bactérien. Vous savez que, bien sûr, le gold standard, c'est l'hémoculture, sauf que celle-ci nécessite entre 24 et 48 heures. Donc, comme on a vu, toute heure perdue dans le diagnostic est un handicap pour la survie du patient. Donc, il faut avoir des technologies. Et je vous invite à lire ce papier qui sera publié le mois prochain, qui reprend l'ensemble des approches technologiques proposées pour mesurer l'ADN bactérien par des techniques de PCR associées avec la spectro de masse, différentes autres approches, la LAMP, la Loop Mediated Isothermal Amplification, toute technologie. Il existe en fait sur le marché un certain nombre de compagnies qui ont mis sur le marché des tests pour rechercher l'ADN bactérien. Et dans cette revue, il passe en revue justement 40 études qui ont utilisé le test de chez Roche Septifast. Et in fine, la méta-analyse aboutit à une sensibilité de 69% et une spécificité de 85%. Donc même si ce sont des valeurs sympathiques, c'est quand même loin de pouvoir être totalement discriminant pour faire un diagnostic. Nous-mêmes avions mené une étude publiée il y a maintenant 6 ans avec une compagnie qui s'appelait Searslab, qui depuis a été rachetée ou a fait faillite, je ne sais pas trop, mais ce qui prouve la difficulté de la sujet. Et on était confronté avec le même problème de mesurer ces ADN bactériens chez les patients avec effectivement une spécificité, une sensibilité qui n'est pas à 100%. Alors ici, je vous présente ce papier, il est online depuis 2 jours. Et alors là, est-ce que peut-être que finalement le Graal a été trouvé? C'est un diagnostic fait à partir de la microfluidique, donc en prenant une goutte de sang et en suivant les capacités de mobilité des neutrophiles dans différentes chambres qui sont présentées ici. Eh bien, vous voyez les non-septiques versus les septiques, chaque fois il y a une différence en termes d'oscillation, de pause, de migration réverse, de distance parcourue. Et donc en fait, les auteurs proposent un score sepsis qui tient en compte toutes ces valeurs mesurées sur le comportement des neutrophiles. Et vous voyez, ça c'est assez spectaculaire, j'avais jamais vu ça, on va dire, que c'est totalement discriminant, avec une différence sans du tout d'overlapping entre les courbes chez les patients en soins intensifs non septiques versus les patients sepsis. Donc, possiblement des techniques de diagnostic au lit du malade tout à fait intéressantes dans le futur. Dernier volet, dans les quelques minutes qui me restent, c'est quelles approches thérapeutiques. On a déjà évoqué, voilà, cette fois-ci, mon patient est
Sous perfusion. Je savais bien que je l'avais quand même finalement. J'avais vu que les comprimés ne marchaient pas. Alors... Donc ici, c'est le devenir des patients qui ont un sepsis ou un sepsis sévère selon la définition sepsis 2. Et vous voyez que si l'antibiothérapie n'a pas été immédiatement appropriée, le devenir des patients est plus péjoratif. Et c'est encore plus spectaculaire si les patients sont en état de choc, si le traitement est approprié versus un traitement inapproprié au départ en termes d'antibiothérapie, la mortalité est extrêmement élevée. Donc effectivement, il nous vaudra, ce que je mentionnais précédemment, des textes diagnostiques rapides qui sont absolument nécessaires pour pouvoir mettre en place cette antibiothérapie au plus tôt. Maintenant, on a un problème. C'est que dans le domaine du sepsis, durant les dernières 3 décades, des milliers de petites souris ont été sauvées avec des nouvelles approches thérapeutiques qui ciblaient l'inflammation. Et tous ces papiers ont permis de faire de magnifiques articles dans les journaux à haut impact factor. Et malheureusement, ceci n'a pas permis de sauver des humains. Il y a la moitié des souris qui sont mortes quand même. Oh, pas toujours. Pas toujours. Et parfois, c'est du 100% de souris sauvées. Donc la première approche a été de cibler la réponse inflammatoire. C'est ce qui a été fait pendant les dernières décades. Cela a échoué. Et donc aujourd'hui, les docteurs se proposent de cibler non pas la réponse pro-inflammatoire, mais la réponse anti-inflammatoire. Je n'ai pas de résultat à ce jour en termes de survie. On pourra en discuter si vous voulez. Donc la vraie question, c'est comment ça se fait qu'on peut sauver des petites souris et qu'on ne sauve pas des humains? Donc en d'autres termes, pourquoi finalement les souris ne sont pas un bon modèle? Alors vous avez ici, à gauche, un Homo sapiens, et à droite, un Mus musculus. Vous voyez clairement des différences. Il y a des similarités, c'est clair. Tous les deux ont 2 yeux, tous les deux ont une moustache. Mais ce qui vous saute aux yeux, c'est la différence. Eh bien, si on regardait le système immunitaire, ça serait aussi évident. Le système immunitaire est aussi différent que ces 2 images. Alors je voudrais rendre hommage à l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur qui, dans leur numéro de septembre 2017, ont fait un numéro spécial dédié au sepsis. Et j'ai donc été invité à écrire quelques articles. Et j'ai en particulier écrit un article où je vous explique pourquoi les modèles animaux ont échoué. Alors c'est pas anecdotique. Dans ce papier qui reprenait des études faites sur 54 000 patients entre 1987 et 2006, 55 études sur les 72 avaient été négatives, aucun effet de toutes ces approches qui avaient fait des papiers dans Science, Nature, les souris étaient sauvées. Il y a eu malgré tout des études positives, sauf que aucune d'entre elles n'a été reproduite. Et puis, il y a malgré tout eu 7 études négatives, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, il valait mieux être dans le groupe placebo que dans le groupe traité. Donc, on a encore beaucoup de choses à comprendre dans la physiopathologie de ce système, de cette situation de ce sepsis, et en particulier, quelque chose qui, moi, me tient très à cœur, c'est l'existence d'hémophagocytose, c'est-à-dire d'activation des macrophages dans la moelle osseuse des patients. Et selon un certain nombre de papiers publiés ces dernières années, entre 60 et 65% de ces patients ont une activation des macrophages dans la moelle osseuse. Et la conclusion de ce papier de 2011, c'était qu'une approche immunosuppressive agressive devait être mise sans tarder. Et ceci se base en particulier sur ce travail, qui est une revisite d'une publication publiée en 1994 qui avait montré, parmi les autres, un échec du traitement en utilisant l'interleukinin récepteur antagoniste, donc l'INARA, alias l'anakinra, pour traiter les patients. Et ces patients ont été réanalysés et les auteurs ont cherché au sein de cette cohorte de patients ceux qui auraient eu un syndrome d'activation macrophagique. Et ils ont refait la courbe de survie de ces patients ayant une activation macrophagique. Et vous voyez que dans ces conditions-là, pour ce sous-groupe de patients, il y a une protection de à peu près 50% des patients. Alors, je voudrais citer un travail intéressant qui vient d'être initié au mois d'octobre en Grèce par notre ami Evangelos Giannarelos Gourgoulis, qui est intéressant parce qu'en fait,
Pour évaluer le syndrome d'activation macrophagique, ils vont mesurer la ferritine. Et effectivement, la ferritine est un bon marqueur du syndrome d'activation macrophagique. Et les patients avec la ferritine la plus élevée seront les patients qui seront mis sous anakinra, sous INARA. Là où je suis moins convaincu, c'est qu'ils vont aussi évaluer le système immunitaire et mettre aussi des patients sous immunostimulation. En effet, depuis 1997, on propose de stimuler le système immunitaire, soit avec l'interféron gamma, soit avec le GM-CSF, soit avec l'IL-7, soit avec l'interleukine 15. Donc juste pour résumer ceci, outre cette thérapie avec des cytokines pro-inflammatoires, on propose aussi d'utiliser ces fameux anticorps qui ont tellement de succès actuellement dans dans le cancer, les anticorps anti-PD1 ou anti-PDL. Simplement, avec Damon Eisen en Australie et Gilali Anand à Paris, je m'interroge sur la pertinence de cette approche. N'oublions pas que ces cytokines peuvent avoir des activités pro-inflammatoires et que dans les tissus, il peut y avoir une inflammation et que ce n'est peut-être pas nécessaire de booster davantage l'inflammation dans les tissus. Alors, quelques résultats quand même positifs qui n'ont pas été contredits depuis. L'usage de la polymyxine B dans des patients qui avaient une infection péritonéale, une septicémie due à une péritonite. Et on voit que l'hémoperfusion avec la polymyxine B a une certaine protection, la polymyxine B ayant pour objectif de capturer l'endotoxine. Il y a d'autres approches. Il y a des approches avec la thérapie cellulaire, et en particulier avec des approches avec des cellules souches, qui en fait, là encore, auraient tendance à diminuer le processus inflammatoire et également à favoriser la résolution et la réparation. Donc pour conclure, que peut-on faire? Lors du sepsis, on est confronté à une altération du système immunitaire avec quelque chose d'assez compliqué, puisque certaines cellules voient leur apoptose augmenter, tandis que d'autres voient leur apoptose diminuer. Mais par contre, dans les tissus, on est clairement face à un processus inflammatoire qui aboutit à l'altération d'organes, on l'a vu, sans doute impliquant la modification des mitochondries. Et donc, en approche thérapeutique, eh bien, mon idée est qu'en fait, il faut discriminer les compartiments que l'on veut cibler. Soit on veut cibler la circulation sanguine, les organes hématopoïétiques, pour restaurer une fonction immunitaire. Pour réguler l'apoptose, c'est sûrement un peu plus compliqué. Soit, au contraire, on veut cibler ce qui se passe dans les tissus en ciblant la réaction inflammatoire et voir l'apoptose. Donc voilà, je voudrais juste terminer par une phrase de Louis Pasteur qui nous permet de rester optimistes et qui nous disait qu'il est terrifiant de penser que la vie dépend de la multiplication de ces infiniment petits, mais il est aussi réconfortant de penser que la science ne restera pas complètement sans pouvoir face à de tels ennemis. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Marc pour cette très belle conférence qui ne nous étonne pas parce qu'on te connaît depuis très longtemps, on a fréquenté le même laboratoire il y a quelques temps. Je ne dirais pas le nombre d'années. Non, ça se voit par la couleur des cheveux. Et ça se voit, voilà, oui, bon, on a à peu près la même couleur. Voilà. Et puis, bon, évidemment, c'est le spécialiste du domaine, c'est pour ça qu'on t'avait invité à faire cette visioconférence, puisque tu as plus de 160 publications, si je ne me trompe pas, 80 chapitres, 80 chapitres, 50 revues et 3 livres. Et ce qui est remarquable, c'est que le premier livre sur les cytokines, c'est le premier livre en français, en fait, dans ce domaine, de très très bonne qualité. Donc, j'invite les participants à lire. Et surtout le dernier livre que tu viens de publier en 2017, en juin je crois, juin 2017. D'ailleurs vous pourrez voir sur le site de l'association des anciens élèves toutes les références de ce livre, je les ai mis sous le résumé de ta conférence, qui est très très intéressant et qui est d'actualité, enfin, qui vient d'être payé et surtout remarquablement, qui est remarquable puisqu'il est en français, et des livres de cette qualité en français, il y en a peu malheureusement. Alors voilà, donc nous allons passer, merci pour cette conférence, nous allons passer maintenant la parole aux participants qui vont te poser des questions ou intervenir ou faire des commentaires, hein. Donc c'est complètement ouvert, c'est une discussion, un dialogue qui va s'établir
entre Jean-Marc Cavaillon et les participants qui sont à l'autre bout du monde. Alors il y a le Maroc, il y a le Brésil, tu vois, il y a aussi Yaoundé, donc au Cameroun. Il y a également alors Reims qui est un peu plus près, mais je ne sais pas là pour l'instant, je crois que la salle me semble vide. Non. Ah oui, l'écran est pas l'écran est tout petit parce qu'on a de nombreuses connexions. Donc alors je vais peut-être commencer comme d'habitude par le pays le plus à l'est. On a perdu Madagascar. On a perdu Madagascar. Est-ce que vous êtes encore là, Madagascar? Non. Parce que non, ils ont perdu la connexion. Alors ce sera l'Afrique. Alors ça sera donc l'Afrique. Donc je vais donner la parole donc à l'Agence universelle de la francophonie, donc au CNF de Yaoundé, au Cameroun. Donc est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que maintenant vous pouvez ouvrir votre micro par contre? Et je vous remercie d'ailleurs les participants parce qu'on n'a pas été gênés cette fois-ci par des micros qui étaient restés ouverts. Donc la parole est au Centre numérique francophone de Yaoundé. Yaoundé, avez-vous des questions à poser aux conférenciers? Alors on ne vous entend pas par contre. Là. Oui, voilà. Bonjour. Vraiment, vous allez nous excuser parce que c'est pas trop clair. Nous nous entendions même pas déjà très très bien. La conférence du professeur Cavaillon sera bientôt disponible sur la chaîne de l'éducation YouTube. On vous enverra le lien dès que possible dans les jours qui suivent. Et on regrette de cet inconvénient. Pourquoi vous ne nous avez pas trop entendus? C'est un petit peu dommage. Est-ce que vous avez des questions à M. Cavaillon quand même, si vous avez perdu quelque chose? Oui, ok, merci déjà pour la présentation, malgré que ça n'a pas été très cohérent, très clair. Nous aimerions savoir la conduite à tenir, le traitement, comment doit-on prendre en charge le sexisme? On a parlé du sexisme 1, on a parlé du sexisme 2, 3. Oui, là, de façon pratique. Dans nos officines, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je ne suis pas médecin et malheureusement Jean Carlet est juste parti. Donc, en fait, j'avais un médecin dans la salle qui aurait pu répondre. Je ne sais pas si dans la salle il y a d'autres médecins. En fait, donc, la prise en charge et l'amélioration que vous avez pu voir, la diminution de la mortalité est quand même le fruit tout simplement d'une meilleure prise en charge des patients. C'est-à-dire en termes d'outils de remplissage, de maintien des fonctions vitales des organes. Donc en fait, il y a simplement cette approche qui, par elle-même, a déjà permis de diminuer la mortalité. Mais véritablement, ce qui est le défi pour les quelques années à venir, c'est d'avoir un diagnostic le plus précoce possible. Donc là, j'espère qu'effectivement, prochainement, on aura sur le marché des outils nous permettant de faire ce diagnostic, parce que malgré tout, en termes de thérapie, la meilleure thérapie, c'est l'antibiotique. Alors, et il est évident que cette antibiothérapie, elle doit être initiée le plus tôt possible et elle doit être adéquate. C'est là aussi qu'est le deuxième défi, et c'est là aussi j'avais beaucoup d'espoir sur l'approche de l'ADN bactérien, parce que l'ADN bactérien pouvait à la fois nous dire de quelle bactérie il s'agissait, donc pouvoir cibler le genre d'antibiotique qu'on veut, et surtout aussi de connaître l'antibiothérapie, l'antibiorésistance. Et ce qui fait aussi permettrait à ce moment-là d'adapter les antibiotiques dès le départ. Ce qui reste vraiment le challenge, parce que même si on diagnostique un sepsis, reste encore à savoir quel est le meilleur antibiotique qui sera le plus approprié. Ok, merci. Merci. Avez-vous une autre question à poser? Vous n'avez plus de questions? Je ne sais pas si elle t'a entendu. Non. À Yaoundé, vous avez d'autres questions? Ils pourront peut-être intervenir plus tard. Voilà, ouais. On va s'orienter vers l'Institut Pasteur. Donc nous allons rester sur le continent africain et donc donner la parole à l'Institut Pasteur du Maroc. Je salue mes amis de Casa, je les connais presque pour tous. Voilà. Pour la plupart. Oui, merci, je reviens.
Allô? Ah, alors attendez, excusez-moi. Oui, Le CNF. oui, et d'accord, le merci. Je retiens donc comme examen, nous devons demander la CRP, la CRP, les mots-cultures. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, ça c'est indispensable, l'hémoculture c'est le primum bovin, mais le problème c'est que cette hémoculture va vous prendre 24-48 heures. C'est vrai que la CRP, alors je vais vous donner le résultat en fait, de notre étude, hein, puisqu'en fait vous avez vu qu'on avait fait quand même un gros effort. On s'est mis dans une situation très difficile, c'est-à-dire qu'en fait on a inclus les patients qui étaient en soins intensifs, c'est-à-dire qui étaient déjà terriblement inflammatoires. Et donc en fait c'est un handicap. Dans cette situation clinique, effectivement la CRP arrive avec une R sous la courbe de 0,78, donc c'est intéressant, mais ce n'est pas non plus la panacée universelle pour nous dire c'est un sepsis. J'espère, nous avons une deuxième étude en cours, dont je n'ai pour l'instant aucun résultat, qui est une étude peut-être plus facile, si je puis dire, en termes de discrimination, qui sont des patients, non pas en soins intensifs, mais des patients admis aux urgences. Et donc là, j'ose espérer qu'on sera plus discriminant, et ben, je vous tiendrai au courant de savoir quel est le meilleur marqueur pour les patients aux urgences. Donc ça dépend un peu aussi de la situation clinique dans laquelle on se trouve. On a eu une étude extrêmement compliquée avec des patients déjà très inflammatoires. Sur les patients moins inflammatoires arrivant aux urgences, peut-être qu'on aura des informations intéressantes. La procalcitonine, la CRP restent des marqueurs d'intérêt, même si c'est de nouveau pas la panacée universelle. À ce jour, aucun marqueur ne permet à 100% d'être sûr d'un sepsis ou d'un non-sepsis. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci pour votre participation. Donc nous redonnons la parole donc à l'Institut Pasteur du Maroc, à Casablanca. D'ailleurs, je rappelle que Jean-Marc fait partie du conseil scientifique de cet Institut Pasteur. Donc là, tu connais toutes les personnes. Je les salue également. J'en profite pour les saluer également, parce que nous avons souvent, pendant les visioconférences, la participation de l'Institut Pasteur du Maroc. Donc voilà, donc si vous avez des questions peut-être à poser ou des commentaires à faire après cette visioconférence de Jean-Marc Cavaillon, donc à Casablanca, nous vous écoutons. D'accord, merci. Merci pour la présentation qui était très riche. Et d'abord, c'est avec plaisir qu'on revoit et qu'on entend. Et on voit en direct le professeur Jean-Marc Cavaillon, comme vous dites, il fait partie de l'Institut Pasteur du Maroc. Il participe avec nous dans les conseils scientifiques et dans ce qu'on a pu appeler des accompagnements pour la valorisation, en quelque sorte, des thématiques de recherche de l'Institut. Donc nous le remercions de vous pour cette tâche. Et en ce qui concerne la présentation, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais bien, est-ce qu'on peut résumer ce phénomène de sepsie comme finalement une faiblesse ou une défaillance dans le système immunitaire qui rend l'hôte, disons, vulnérable à l'infection de différents micro-organismes. Et donc, ce qui fait que, en revoyant tout l'historique de la présentation, ça converge vers finalement, en prédominance, une infection bactérienne, et ce qui nécessite l'antibiothérapie, comme vous l'avez expliqué, et qui est pratiquement, le traitement le plus prédominant. Il y a des choses aussi au niveau du système de défense qui font que même si on applique une antibiothérapie, ce n'est pas toujours gagné. Ça, c'est la première question, la première remarque, un commentaire, ou de toute façon, ce que j'ai retenu. Et ça m'intéresse aussi de savoir, d'avoir une petite idée sur les facteurs de protection. Vous avez signalé le P-Fimbria comme étant un marqueur de protection. Et il y a aussi, je m'excuse, c'est 3 ou 4 questions que je vais vous poser successivement. Et puis j'ai une petite éclaircissement que j'aimerais avoir de votre part. Cette maladie est placée comme première cause, deuxième, troisième cause de mortalité selon les pays. Est-ce qu'il y a une explication? Pourquoi? C'est-à-dire parfois on la trouve à travers le monde en 15e position, 15e cause, mais on arrive parfois à la deuxième ou la troisième cause. Juste et pour tout répondre ça,
pour répondre à la dernière question, en fait, quand ça arrive en deuxième ou troisième cause, c'est pas le sepsis dans son ensemble, c'est le sepsis néonatal. Donc je suppose que ça reflète des difficultés sanitaires, des conditions d'accouchement dans certains pays, plus qu'autre chose, je pense. D'accord. Alors pour revenir à la première question sur la dysrégulation, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. C'est effectivement cette nouvelle définition de sepsis 3 donnée en 2016. Comme je vous l'ai indiqué pendant la présentation, je suis en désaccord avec cette terminologie de dysregulated host response, donc de réponse de l'hôte dérégulée, parce qu'en fait je pense que de nouveau c'est mal interpréter ce qui se passe. J'ai toujours dit en fait, le scientifique, le docteur, il doit chercher à comprendre ce que la nature fait et ne pas lutter contre la nature, mais l'accompagner pour qu'elle fasse encore mieux. Et ce qu'elle fait, ça fait un sens, c'est-à-dire que ce n'est pas une réponse dérégulée, mais tout à fait adaptée initialement, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, en fait, nos cytokines sont les éléments et la réponse immunitaire inflammatoire est l'essentiel même de la réponse anti-infectieuse. Donc de toute façon, cette réponse est mise en place. Par contre, ce que je dis, c'est qu'elle est mal adaptée, c'est-à-dire qu'elle va être exacerbée, et comme l'a dit, on lui fait dire à Osler, finalement, les patients peuvent décéder non pas de l'infection, mais de la réponse de l'organisme. Et en fait, c'est le cas d'ailleurs, parce que souvent, l'infection est jugulée finalement par les antibiotiques, et ce qui va rester, c'est la défaillance d'organes qui va perdurer. Il y a un nouvel acronyme qui est proposé, qui est PICS, pour Persistent Immunosuppression Catabolism Syndrome. Et en fait, qui est ces patients? Parce que finalement, il y a 50 ans, de toute façon, le problème ne se posait pas. Les patients décédaient s'ils n'étaient pas mis sous antibiotiques. Aujourd'hui, la qualité des soins intensifs fait que les patients sont maintenus avec des machines, sous respirateur, sous rein artificiel, etc. Et donc on est capable effectivement de maintenir les patients en vie, mais petit à petit les choses se détériorent parce que, sans doute, on l'a vu, il y a un processus destructeur qui existe dans les organes et qui est indépendant de l'infection, puisque l'infection a pu être jugulée. Et d'ailleurs, l'aspect, entre guillemets, d'immunoaltération n'est pas si majeur, puisque la fréquence des infections nosocomiales chez ces patients semble, il y a des études épidémiologiques qui ont été menées, et les études épidémiologiques montrent qu'en fait, les gens meurent très peu des infections nosocomiales, les infections qui sont en deuxième temps. Donc en fait, le statut immunologique, effectivement, peut aboutir à ce que les patients développent des infections, mais comme ils sont en milieu hospitalier, finalement, de nouveau, cette infection sera jugulée et contrôlée. Donc, je pense que globalement, il faut comprendre ce que la nature met en place et l'aider à faire mieux. Et donc, effectivement, dans le premier temps, il y a quand même clairement une tempête cytokinique, mais souvent, elle va aller décroissant après la prise en charge des patients. Et puis, il y a cette situation de chronicité, d'inflammation, de défaillance d'organes, qui reste le défi majeur du traitement des patients. Est-ce que concerne les facteurs de protection contre cette maladie? C'est-à-dire les facteurs microbiens, vous voulez dire? Vous avez évoqué non, vous parlez à un certain moment d'un facteur P Fabrea qui est protecteur ou... Alors, c'est pas question. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il est associé avec une meilleure survie. C'est-à-dire qu'en fait, et là encore, on n'a pas beaucoup de données parce que finalement, de l'épidémiologie microbienne est assez rare dans ce domaine en termes de bien connaître les germes auxquels sont confrontés les patients. Donc je vous ai donné quelques articles où effectivement on voit des corrélations avec certains facteurs de virulence et le devenir, ou la survenue du sepsis et le devenir des patients. Mais on a sûrement des germes contre lesquels la nature, l'organisme va pouvoir répondre de façon plus simple. Et c'est sûr que plus le germe infectant est équipé de gènes de virulence, plus ça va être difficile pour l'organisme de lutter contre ces pathogènes. Ok, merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, nous allons rester en Afrique en donnant la parole au CIANF, au Gabon.
mais qui viennent se connecter. Alors je ne sais pas si vous avez pu suivre la visioconférence, j'ai des doutes. La conférence commençait à 14 h heure de Paris, c'est-à-dire 1 heure en temps universel. Peut-être vous avez rencontré des problèmes techniques pour vous connecter, mais de toute façon, Oumaima Granet nous a informé que la visioconférence avait été enregistrée et qu'elle sera dans quelques jours sur le site web de Pasteur Éducation. Tout à fait, sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube. Alors, est-ce que le SIOMF a des questions à poser? J'imagine que non, puisque... C'est dommage. C'est dommage, C'est voilà. bien Oui. le 41.159, c'est ça? Oui, c'est l'ordinateur, c'est le 41.159.30.244. C'est le SIOMF. Est-ce qu'ils t'écoutent? Je ne sais pas s'ils ont écouté. Est-ce que vous nous entendez au SIOMF, à Franceville? Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Oui. Donc, Oui, on vous entend. On n'a pas suivi toute la conférence, donc on vient de nous mettre en ligne, donc on n'a pas pu vous suivre. D'accord, bon c'est dommage, mais bon de toute façon vous allez pouvoir revoir en différé donc cette conférence en vous connectant sur le site Pasteur Éducation. Vous aurez de toute façon le lien comme d'habitude sur la page web de l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur. Et bon, j'en profite. Merci en tout cas d'avoir tenté de vous connecter. J'en profite pour vous dire tout de suite que ne vous connectez pas le 16 mai, mais le 31, puisque la visioconférence programmée initialement le 16 mai sera en fait programmée le 31 mai. Voilà, et il n'y aura pas de visioconférence au mois d'avril. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc maintenant, on va sauter sur un autre continent. Nous allons maintenant en Amérique du Sud. Alors l'image a l'air figée. Alors ça, c'est en ce moment on a des problèmes. Hein, c'est aujourd'hui des problèmes techniques. Lucio, est-ce que vous nous entendez? Ah oui, quand l'image est figée comme ça, c'est que la connexion est interrompue, oui. Ah, Lucio, oui. Vous nous écoutez? Voilà, on vous entend. Avez-vous des questions à poser à Jean-Marc Cavaillon? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité et félicitations pour M. Jean-Marc pour la présentation. Très fantastique, très bien dans notre pays. Et nous avons des questions qui sont la même forme de le groupe du Maroc, que c'est avec le cytokine storm et le sepsis. Et comment le traitement de cellules souches peut aider les patients qui sont récupérés et qui, lorsqu'ils sont récupérés, sont pas bien. Ils souffrent de problèmes systémiques. Et comment est-ce que ça marche bien? Par contre, il y a beaucoup de facteurs qui sont maîtres dans la préparation de cellules souches. De nouveau, merci pour votre question et félicitations pour votre français parce que j'ai fait volontairement toutes mes diapos en anglais pour que ça soit plus accessible sur l'ensemble des gens, mais je vois qu'au Brésil vous maîtrisez parfaitement le français. En fait, je vous ai remis cette diapositive qui est dans la présentation, qui est une revue générale, donc vous pouvez retirer l'article et de toute façon vous l'avez dans le PDF. Vous voyez qu'en fait, une des hypothèses essentielles, c'est que les cellules souches produiraient des facteurs qui pourraient favoriser la réponse antibactérienne et diminuer la réponse inflammatoire et le stress oxydatif, ainsi que favoriser la réponse de cicatrisation et la réponse de résolution. Maintenant, ça c'est ce qui a été fait, il y a de nombreux travaux, j'ai pas mis des exemples, mais il y a de nombreux travaux, effectivement, de nouveau, on sauve sans aucune difficulté les petites souris. Donc maintenant, est-ce que ce genre d'approche sera bénéfique et efficace chez l'homme? La question reste totalement posée, parce qu'en fait, chez la souris, souvent on fait ça très tôt, il y a un problème de timing, de cinétique, et en fait,
si on démarre très tôt, effectivement, on peut s'adresser à la cytokine storm. Le problème des patients, c'est que, comme je vous l'ai dit, généralement, on est dans la phase décroissante de cette cytokine storm, on n'est pas au pic. J'ai jamais eu un patient qui, sauf s'il fait une infection nosocomiale, ou alors on peut suivre, mais s'il est hospitalisé pour un sepsis, les premiers prélèvements vont aller en diminuant. Et c'est vrai pour toutes les situations inflammatoires. Il y a un très joli papier qui est sorti, puisqu'en fait je vous ai comparé le sepsis avec le CIRS, donc toute situation inflammatoire gravissime. Et il y a un papier assez spectaculaire qui a été fait l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans maintenant, aux Pays-Bas, où ils ont pris la traumatologie. Parce que finalement, la traumatologie, les accidents de voiture, c'est la même situation. Et ils sont allés faire les prélèvements des patients, non pas lorsqu'ils arrivaient aux urgences, mais sur le site de l'accident. Donc là, on ne peut pas être plus tôt pour avoir le prélèvement sanguin. Et dans ces premiers prélèvements, il y avait déjà la présence des PAMS, des DAMS, et aux urgences, il y avait déjà les pics de la réponse cytokinique. Donc les choses vont extrêmement vite, et bien sûr, une fois que les patients sont en soins, eh bien, en fait, on est en période de résolution. Donc le problème des cellules souches, c'est que ça va être de nouveau une question de timing. À quel patient cela pourra profiter si, en fait, on vient quelques heures, voire quelques jours. Les docteurs m'expliquent que quand on fait une péritonite à la maison, on met 5 jours avant d'aller aux urgences. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la douleur devient tellement intense qu'on finit par décider d'aller aux urgences, mais ça fait 5 jours qu'on est, en fait, avoir une péritonite. Donc en fait, on est très tard. Donc en fait, le problème va toujours rester de savoir, quelles que soient ces nouvelles approches thérapeutiques, est-ce qu'on cible les bons patients? Et ça va être l'éternelle question. Je crois aussi, je fais une longue réponse, mais c'est important, c'est qu'il va falloir que les études cliniques changent complètement leur façon de faire. Aujourd'hui, on inclut dans les études cliniques, et c'est le problème du mot sepsis, des tas de patients différents. Et ça, c'est aussi les grandes hétérogénéités des patients qui posent problème sur les approches thérapeutiques. Je vous l'ai dit, la plupart des infections sont des pneumonies. Chez l'homme, 60% sont à partir du poumon. Or, la majorité, 60% des études chez la souris, c'est le modèle de la péritonite. Donc déjà, ce n'est pas un modèle d'infection qui correspond à l'infection humaine. Donc, il va falloir qu'on revoie la façon de travailler en incluant des patients plus homogènes en termes d'agression et ne pas mélanger tout patient sous prétexte qu'ils répondent au générique de sepsis pour pouvoir avoir des meilleures approches thérapeutiques, plus homogènes. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Très complet. Et une autre question, c'est l'utilisation de l'anticorps anti-IgG humain, in vivo. Le mécanisme, c'est le même que le traitement pour dengue virus. C'est la même chose ou pas, le mécanisme? Alors, l'activation des cellules, l'activité de la IgG dans le récepteur des cellules. Alors, dans le sepsis, il n'y a pas tellement d'approche avec des anticorps, parce qu'en fait, généralement, on ignore les bactéries qui sont à l'origine de l'infection, donc c'est difficile de les cibler, à part peut-être dans le cas du méningocoque, où on sait que c'est Neisseria, mais sinon c'est très difficile de deviner à l'avance si c'est un staph, un streptocoque, un coli ou un klebsiella. Donc il n'y a pas vraiment des approches par anticorps. Par contre, il y a eu de nombreuses approches par des IVIG, des immunoglobulines à usage intraveineux, et on a nous-mêmes fait un travail avec une équipe du réseau en Bulgarie, où ils ont amélioré par des traitements à pH ou différents traitements pH acide pour augmenter la polyspécificité des IVIG. Et donc effectivement, il y a quelques études, alors de nouveau là cette étude a été faite chez la souris, mais il y a eu des études chez les humains avec l'administration d'immunoglobulines par voie pour intraveineuse, qui ont un spectre très large d'anticorps. Et là, effectivement, il y a des études positives, c'est pas non plus tout à fait spectaculaire, mais on peut imaginer que ça marche, parce que dans les IVIG, vous avez aussi des anticorps contre les cytokines,
Et puis vous avez une ribambelle d'anticorps contre n'importe quel pathogène. Et donc il y a des études positives dans les IVIG. Alors il y en a eu plusieurs préparations, certaines préparations favorisent les IgM plutôt que les IgG. Et mettez mon numéro de téléphone, vous avez comme ça, quand on a des activités, je vous envoie ça. D'accord? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur Guédon et l'association d'Institut Pasteur pour l'opportunité. Merci. Avec plaisir. Merci à vous, merci pour votre participation. Donc un dernier rappel encore pour vous, oui, un rappel à tout le monde, c'est la prochaine visioconférence, c'est le 31 mai, donc n'oubliez pas de vous connecter le 31 mai à 14h heure française. Alors je crois que ça va faire midi heure internationale parce qu'on va changer on va passer à l'heure d'été, je crois, dimanche, pas bientôt, quelque chose comme ça. Hein. Donc ça sera à GMT plus 2 heures, je crois. Voilà, donc maintenant, alors merci pour l'Université de Paraíba au Brésil pour votre participation et tous les autres centres en Afrique. Maintenant, nous allons revenir en Europe et je vais donc donner la parole à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Donc, à la faculté de médecine de Reims, avez-vous des questions à poser aux conférenciers? Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, je vous remercie pour l'organisation de ces visioconférences, puis je vous remercie, professeur Cavaillon, pour son exposé. Donc, j'attendais des informations sur les traitements non antibiotiques, et je vois en fait qu'on est encore très en amont de l'application possible en clinique. Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on reste avec des pistes, mais à vrai dire, ce qui est actuellement en cours, qui est très favorisé, c'est la stimulation du système immunitaire. Il y a une étude en France qui a été faite en particulier avec les gens de Limoges, les premiers résultats ont été rapportés en septembre dernier, où les patients ont été traités par l'interleukine 7. En fait, le problème pour moi est le suivant, c'est que vouloir booster le système immunitaire, qui est défendu par un certain nombre de gens, peut avoir des répercussions défavorables, même si, in fine, tous ceux qui ont fait ces traitements ont montré ce qu'ils voulaient démontrer, c'est-à-dire que si on met les patients sous interféron gamma, si on met les patients sous GM-CSF, ou la dernière étude, si on met les patients sous IL-7, dans le dernier cas, les patients restaurent leur nombre de lymphocytes, donc limite la lymphopénie, et pour les autres cas, le traitement à l'interféron gamma, le traitement au GM-CSF, les marqueurs dont je vous ai parlé, la réponse cytokinite ex vivo, les marqueurs HLA-DR, tout cela retrouve une normalité. Mais la question que je pose, est-ce que véritablement les patients meurent d'une défaillance du système immunitaire? À mon avis, les patients meurent d'une défaillance d'organes, et quand on demande aux cliniciens, généralement ce qui se passe, je vous ai dit en particulier ce groupe de patients qui va survivre plus de 14 jours, eh bien généralement ils décèdent simplement parce que les médecins vont décider d'arrêter les machines qui soutiennent la respiration artificielle, qui soutiennent la fonction rénale, etc. Donc c'est plutôt pour moi une défaillance d'organes plus qu'une défaillance immunitaire. Je ne pense pas qu'on meurt de défaillance immunitaire. On meurt avec une perturbation du système immunitaire et elle n'est pas ce que les gens prétendent. Je pars demain faire un séminaire justement où le titre de ma conférence est « Est-ce que les patients sepsis sont immunosupprimés ?» ce qui est actuellement le terme que tout le monde utilise. Et ma réponse c'est non, il n'y a pas d'immunosuppression. Et il y a un papier qui vient de sortir il y a 2 jours, qui est assez remarquable, qui est un papier américain. Alors c'est évidemment fait chez la souris, parce que là, pour les compartiments tissulaires, on a besoin d'avoir accès à des tissus. Mais ils ont étudié le cerveau de petites souris auxquelles on a fait une péritonite, et ils montrent que les cellules de la microglie, les cellules macrophages du cerveau, sont au contraire hyper réactives et produisent davantage de TNF. Donc c'est exactement l'inverse que l'on voit dans les tissus de ce que l'on rapporte en périphérie. Et donc en fait, on part avec cette notion d'immunosuppression qui est un terme. Alors,
dans la littérature, il y a des termes encore plus excessifs, il y a paralysie immunitaire, il y a anergie, et ce sont des termes qui, à mon avis, nous envoient sur des impasses, parce que justement, dans les tissus, eh bien, il n'y a pas, ce phénomène n'est pas celui-là. Donc en fait, regarder les patients juste par rapport aux cellules circulantes est un biais. Et donc effectivement, si on les met sous IL-7, si on les met sous interféron, on va restaurer cette fonction dans la circulation sanguine, mais pour l'instant, il risque d'y avoir des problèmes, des problèmes dans les tissus. Et les premières études sur les traitements GM-CSF, interféron gamma, IL-7, aucune amélioration de survie n'a été notée. Bien, je vous remercie, professeur. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Donc, comme d'habitude, je vais donner la parole aux participants qui sont ici dans la salle de cours de Paris. Avez-vous des commentaires, des questions à poser? Bernard, non? Jacques, viens devant le micro. Vous avez parlé de tempête cytokinique, c'est bien ça, et vous avez insisté beaucoup sur les endotoxines, LPS. Le fait qu'il y ait des modèles chez l'animal qui fonctionnent bien, et dès l'instant qu'on arrive chez l'homme, patatrac, ça ne marche pas. Alors il se trouve que, oui, c'est dans les années 80, la grande mode, tant dans le monde médical que dans le monde des DNR, c'était les immunostimulants. Et alors c'est passé un peu de mode maintenant, peut-être cela va-t-il revenir parce que les antibiotiques arrivent à une certaine limite. Et je me souviens, dans les années 80, on faisait des expérimentations. Alors chez la souris, classiquement, on traitait donc les animaux, alors soit avec Klebsiella pneumoniae, gramme moins, soit avec l'Listeria monocytogenes gramme plus. Voilà, et notamment l'endotoxine. On voyait que lorsque le produit immunostimulant était administré la veille de l'épreuve infectieuse qui tuait les souris en quelques jours, encore plus rapidement pour Klebsiella que pour l'Listeria d'ailleurs, on avait une survie qui était de 100% par rapport aux témoins qui ne recevaient que l'épreuve infectieuse, qui mouraient en quelques jours. Ça, c'était donc dans des conditions totalement artificielles. En revanche, quand on faisait l'immunostimulation le jour, en même temps, en quelque sorte, que l'administration infectieuse, ou pire, le lendemain, on se retrouvait avec une mortalité qui était accrue par rapport aux témoins, qui de toute façon mouraient, mais de façon accrue. Ceci rejoint une observation qui a été faite chez l'homme, alors dans les années, ça devait être dans les années 70-80, quand à l'époque on utilisait, en 70, quand on utilisait encore le chloramphénicol pour lutter contre les septicémies à salmonelle. Les gens mouraient dès sous la seringue d'injection d'antibiotiques. Et alors c'était une tempête cytokinique, c'était simplement, il y avait une lyse rapide des salmonelles, gramme moins, donc libération de LPS, d'endotoxines, et les gens mouraient de choc. Et il se trouve que chez l'animal, alors l'animal de rente, c'est les immunostimulants utilisés dans les conditions qui précèdent le challenge infectieux, parce qu'il y a des situations dans les élevages où on sait qu'il va y avoir, par exemple dans les regroupements d'animaux où ils sont stressés. Si on met l'administration 24 heures, enfin 24 heures on ne le sait pas, mais avant l'épreuve infectieuse, en fait naturelle, eh bien on a une protection qui est importante. Tout ce que je vais dire, et vous remercier pour cette présentation. Je veux intervenir. Moi,
l'équipe marketing était déjà, elle a assisté à la visioconférence, mais on ne voit pas. Oui, je suis en train de lui envoyer un message pour lui dire de monter la caméra. C'est quelqu'un d'association. Oui, oui. Remercier Jean-Marc Cavaillon, grâce à qui déjà on a pu écrire le numéro du bulletin sur le sepsis, parce que c'est lui qui l'a construit bien sûr et qui a permis de terminer ce numéro, et le remercier parce que c'est la seule personne qui en 99 diapositives nous permet de comprendre quelque chose à l'immunologie du sepsis, alors que c'est incompréhensible, hein. Il y a la partie pro, la partie anti. Je voulais rajouter une note d'optimisme quand même pour les infectiologues, les réanimateurs, c'est que les bactériologistes aussi ont travaillé et que si on arrive à avoir un diagnostic étiologique rapide, c'est aussi parce que bien sûr on développe des marqueurs de biologie moléculaire qui devraient permettre de caractériser le germe responsable, mais il ne faut pas négliger la prise de sang et l'hémoculture. Le problème, c'est que maintenant, les laboratoires sont regroupés à plusieurs heures du lit du malade, et que si on pouvait, et théoriquement on peut le faire, mais c'est une question de moyens et d'organisation, les petites étuves qui peuvent être mises directement à l'étage de la réanimation permettent, si on a la possibilité de regarder les courbes de croissance dans les quelques heures qui suivent, de faire un diagnostic beaucoup plus rapide que d'attendre la culture de 24 heures et ensuite, bien sûr, l'étude de la sensibilité aux antibiotiques. Donc, il ne faut pas baisser les bras en disant que c'est trop cher. C'est pas cher quand on doit sauver quelqu'un. Merci. J'avais une petite question. Je ne sais pas, je dois passer là. Oui, oui, oui. Non, on ne touche pas, vous ne touche pas. Je reste là. J'avais une petite question. Pour les personnes qui présentent des syndromes auto-immuns, dans lesquels le système immunitaire est hyperactivé, est-ce qu'ils sont moins prédisposés à cette paralysie immunitaire dans les cas de sepsis? Est-ce qu'ils résistent mieux? C'est une très bonne question. Je n'ai pas souvenir dans les études épidémiologiques que les patients avec des maladies auto-immunes soient plus prédisposés ou au contraire mieux protégés dans des pathologies de sepsis. En fait, c'est pas dans les patients qu'on a en maladie sous-jacente, les maladies auto-immunes ne sont pas les pathologies qui prédisposent particulièrement au sepsis. Oui, peut-être parce qu'ils sont plus... Après, on peut faire des hypothèses, mais il faudrait voir, si tu veux, honnêtement, je ne sais pas, la fréquence des patients ayant une maladie auto-immune versus la fréquence des patients ayant une maladie auto-immune en faisant un sepsis, si ça reflète la population globale ou pas, je ne sais pas. D'accord, merci. Plus de questions dans la salle. Alors, je vais peut-être donner la parole, je vais tenter de contacter Claude Marchetti. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez quelque chose, une question à poser à Jean-Marc? Non, mais j'ai réussi à me connecter. Voilà. En tout cas, bravo. Non, mais c'est nos réunions ici, mais c'est très bien parce que je connais des personnes de l'association qui me disent ça ne marche pas. Et là, vous êtes le témoin vivant que cette connexion est tout à fait possible à partir d'un ordinateur personnel. Donc, ce qui fait que ça permet d'ouvrir ces visioconférences à tout le monde. Hein. Ça, bon, merci Claude. Donc je crois que là maintenant on va interrompre la visioconférence puisqu'il n'y a plus de questions des sites distants. Une dernière fois, je vous rappelle que la prochaine visioconférence aura lieu le 31 mai. Mais de toute façon, Maïma Granet et moi-même, nous allons vous envoyer un rappel avec le résumé, les diapositives, comme d'habitude. Maintenant, ça fonctionne très très bien. Et les visioconférences sont bien sûr enregistrées, dorénavant sont toujours enregistrées et disponibles sur le site de Pasteur Éducation, donc le site de la direction de l'enseignement de l'Institut Pasteur.
Donc ce qui est très utile parce que la preuve, certains sites distants n'ont pas pu se connecter à l'heure, donc ils peuvent voir tranquillement donc, la visioconférence entièrement. Et puis éventuellement même poser des questions, je le rappelle, poser des questions par email. Je transmets les questions à chaque fois donc, aux conférenciers. Donc merci pour votre participation et je vous donne donc rendez-vous au 31 mai. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne nuit.